Dr. Nathalie Nevians est maître de conférence en droit privé de l'Université d'Artois, so she is a PhD in law from Artois University in France. She is an associate professor in law in her university. She is an expert in law and ethics concerning artificial intelligence and robotics towards the European Union different committees. She's the author of a very important treatise, Traité de droit et d'éthique de la robotique civile, more than 1,300 pages. She has been awarded the prestigious prize, Francis Durieux, of the Academy of Moral and Political Sciences in Paris. And she is entitled of the Chair of Excellency in Artificial Intelligence. Allez-y, madame. Alors d'abord, je voulais remercier le professeur Antoine Courben pour ses gentils mots et pour avoir eu l'idée de cet événement. Je voulais également remercier évidemment le président Mitry pour son bon accueil. Je voulais aussi remercier monsieur Georges Dick pour tout son travail, puisqu'on s'est pour ce webinaire, et son équipe, bien entendu. Et enfin, évidemment, merci à l'Université Saint-Georges pour cette belle initiative. Et effectivement, je vous déjà, étant donné que je suis mariée avec un Libanais, et je suis vraiment très heureuse d'être avec vous aujourd'hui. C'est au contraire un honneur pour moi d'être en votre compagnie. Alors, nous allons parler effectivement de robotique, d'intelligence artificielle, mais n'ayez crainte, vous allez voir, c'est tout à fait compréhensible par une personne qui n'a jamais fait de robotique ou d'intelligence artificielle, donc vous n'avez aucun souci à avoir de ce côté-là. Alors, on voit ici dans ce slide qu'il existe actuellement un grand nombre de sortes de robots. On voit par exemple en haut, bien sûr, les connus robots chirurgicaux. On voit aussi des robots jouets, différents robots jouets. On reconnaît peut-être, si on s'intéresse à la conquête spatiale, en haut, le robot Curiosity qui a visité Mars. On reconnaît des drones, on reconnaît certains robots dits sociaux. Nous avons également le robot très connu Roomba, le robot aspirateur, et différentes sortes de robots qui tiennent compagnie aux personnes, ainsi que des robots qui sont plutôt des agents logiciels, donc qui n'ont pas une forme concrète, qui sont donc des agents logiciels, donc des systèmes d'intelligence artificielle pure, sans forme robotique. Alors, pour démarrer ce séminaire, on va partir de 3 constats. 3 constats, déjà, on vient de le voir, il existe un grand nombre de formes et de sortes de robots et d'intelligence artificielle. Vous avez les formes aujourd'hui les plus variées que l'on retrouve dans tous les domaines. Par exemple, je n'ai même pas cité les robots que l'on trouve aujourd'hui à la banque, qui sont chargés par exemple d'octroyer des crédits ou pas. On a des robots que l'on utilise également pour les villes du futur, qui sont en train de se préparer actuellement dans de nombreux pays. Nous avons également des systèmes d'intelligence artificielle qui sont utilisés en santé, dont on ne parlera pas aujourd'hui. Donc aujourd'hui, véritablement, la robotique et l'intelligence artificielle tendent à se répandre partout dans notre société. Deuxième constat, c'est aussi que vous avez des secteurs d'application très variés. Vous avez évidemment le secteur de l'industrie ou celui de la santé, c'est celui qui va nous intéresser aujourd'hui. Vous avez également des robots et des systèmes d'intelligence artificielle qui sont utilisés pour le transport. Pensez à la voiture autonome qui est en train également de se développer. Mais vous avez également de nombreux systèmes d'intelligence artificielle qui sont en train d'être utilisés ou qui seront utilisés dans le cadre des loisirs, de l'exploration spatiale, etc.
troisième remarque importante à noter, c'est que vous avez également, et j'y tiens beaucoup, même si c'est éloigné de notre sujet, mais c'est très important de le préciser, notamment quand on n'est pas habitué avec les questions d'intelligence artificielle et de robotique, c'est que vous avez également de nombreux mythes qui circulent en intelligence artificielle et en robotique. Le premier mythe qui circule depuis longtemps, c'est le mythe selon lequel le robot ou l'intelligence artificielle pourrait vouloir détruire l'humanité. Et vous avez en haut l'exemple du film Terminator, qui est déjà assez ancien et qui est un modèle de la crainte que l'homme a développée à l'égard de ces systèmes intelligents. Pour différentes raisons culturelles qu'on n'a pas le temps d'évoquer aujourd'hui, mais qui sont intéressantes aussi, qui auraient pu être intéressantes à développer. Vous avez également une autre difficulté, une autre connaissance à avoir avant d'aborder la question de la robotique et de l'intelligence artificielle, c'est de savoir que le mythe circule que le robot fera ou fait tout mieux que nous. Vous avez un certain nombre de vidéos qui sont diffusées sur Internet pour vous montrer que les robots sont vraiment très évolués. Et je vais vous montrer un extrait d'une vidéo, quelques instants, qui est intéressante à connaître. Je vais la passer. Je voudrais pouvoir la passer en grand écran, mais ça ne fonctionne pas. Je comprends pas. Donc là, vous voyez, malheureusement, je n'arrive pas à faire l'agrandissement de l'image, ce qui est assez étonnant, puisque ça fonctionnait lors des essais. Donc ici, on voit un robot créé par Boston Dynamics aux États-Unis, et on voit le robot qui est tout à fait capable d'évoluer sur des terrains difficiles, notamment sur de la neige. Donc on s'imagine très facilement que les robots sont capables de tout, ce qui n'est pas tout à fait vrai. Si on voit cette autre vidéo, j'espère que je pourrais l'agrandir, mais non. Donc là, vous voyez un peu la réalité de la robotique. Le premier, c'est un peu la fiction que les grandes sociétés veulent faire passer. C'est un message que les grandes sociétés veulent faire passer au public pour leur montrer que leurs robots sont très avancés, notamment c'est aussi des raisons de politique nationale. Mais en réalité, on voit qu'en robotique, il y a encore un certain nombre de problèmes à affronter. Donc, les robots ne sont pas du tout prêts à nous détruire. J'espère que j'arriverai à mettre les vidéos en grand parce que ça va être embêtant quand je vous en montrerai d'autres très intéressantes. Alors, donc en robotique et en IA, en matière de santé, nous rencontrons 4 domaines. Nous avons la robotique chirurgicale, nous avons les robots d'assistance aux personnes, nous avons les systèmes d'intelligence artificielle qui permettent d'aider le médecin au diagnostic ou à la décision. Nous avons également les objets de santé connectés. Alors, pour avoir le temps de discuter, nous allons nous limiter aujourd'hui aux 2 premiers domaines, à la robotique chirurgicale et aux robots d'assistance aux personnes. Alors, commençons par la robotique chirurgicale. Vous avez ici quelques images qui déjà vous en disent beaucoup. Alors, la robotique chirurgicale, qu'est-ce que c'est? À quoi ça correspond exactement? Alors, la robotique chirurgicale, contrairement à ce que l'on peut croire, est un domaine très varié, très large. La robotique chirurgicale a pour avantage principal de permettre la chirurgie à distance. Donc, le chirurgien n'a pas les mains sur le patient. Il reste à distance de la personne, ce qui peut être très intéressant lorsque, par exemple, une opération doit avoir lieu à plusieurs kilomètres, notamment dans certains pays en voie de développement où on n'a pas forcément un chirurgien localement.
Et ce qu'il faudra noter maintenant, c'est ce qu'on va examiner, c'est que vous avez un certain nombre de systèmes qui sont soit passifs, soit actifs, soit semi-actifs. Les systèmes passifs. Alors, dans les systèmes passifs, le chirurgien va être véritablement aux commandes. Donc, c'est lui qui va réaliser l'opération. Et vous aurez à côté un système, puisqu'on parle de robotique ou d'intelligence artificielle, donc c'est qu'il y a quand même de la robotique ou de l'intelligence artificielle. À côté, vous allez avoir un système de réalité augmentée qui va pouvoir générer un certain nombre d'informations pour le médecin pendant l'opération qu'il va réaliser lui-même et qui vont l'aider à avoir un geste plus sûr, à être en position de l'organe, etc. Comme vous allez pouvoir le remarquer après dans la vidéo que je vous ai préparée. Alors avant, qu'est-ce que ça veut dire la notion de réalité augmentée? Donc, comment ça va se passer? Ça veut dire que vous allez avoir un dispositif qui va permettre au médecin d'avoir une superposition de la réalité avec un hologramme. Donc, le médecin devra porter un casque et il aura le patient et superposé au patient l'organe ou le corps humain pendant l'intervention. Donc, le fonctionnement de ce système de réalité augmentée fait en réalité une synthèse de radiographie, de scanner ou d'IRM pour tenir compte véritablement des réalités anatomiques du patient. Donc, le système est intéressant parce qu'il ne s'agit pas d'une image d'un corps humain en général, mais il s'agit bien de l'image de ce corps humain que le médecin est en train d'opérer. Et en France, par exemple, la première opération en réalité augmentée a eu lieu en 2017. Donc, c'est encore des technologies récentes. Alors, vous avez ici une vidéo qui, malheureusement, visiblement, ne pourra pas être agrandie. Je vais vous la remettre. Attendez, excusez-moi. Je ne sais pas pourquoi. Donc, ça, c'est un exemple d'opération en réalité augmentée qui est utilisée dans le domaine de la chirurgie classique. Je vais essayer de vous la passer. Docteur Nathalie, s'il vous plaît, attendez. Oui. Avant de faire play, voilà, il y a le bouton d'agrandissement qui est visible ici. Voilà. Essayez d'appuyer dessus. Il ne réagit pas. Non. Ça ne marche pas. Bon, ça va. Il fonctionnait tout à l'heure. Il fonctionnait tout à l'heure. Ouais, ouais. On va voir ça en petit, ça va. Bon, c'est dommage. Technology that was developed based on the type of headset that fighter pilots commonly use. But there is also a computer onlay that shows us not only the surface anatomy of the body, but also the internal structure of the bone in two planes, which is critical in terms of our directing a screw, let's say, into the bone in the spine. By having all of that information right in front of you where you can attend to the patient and view the computerized images to show where you're directing that instrumentation, it's a game changer. I'd never worried about his technology with that. I was actually very happy that they had it. And I said, well, all I can say is anything that would allow you to have better vision inside my body has to be a benefit. This makes it more seamless and easier, I think more efficient, and I think it's going to be more effective and accurate for patient care. And it's going to make what we do, I think, better with better outcomes, more efficiency, better accuracy of placement of spinal instrumentation. Ce que je ferai pour les autres vidéos qui risquent d'être trop petites, c'est de couper le PowerPoint et de mettre directement la vidéo à partir de mon document. Je pense que ce sera la solution idéale parce qu'il y a quand même pas mal de vidéos après. Alors, nous avons également, à côté des systèmes passifs, nous avons au contraire les systèmes qui sont actifs. Donc, ça veut dire qu'ici, le robot va réaliser une intervention ou une partie d'intervention de manière totalement autonome, sans que cette fois-ci que le chirurgien intervienne. Alors, il faut reconnaître que cette situation aujourd'hui est encore rare. C'est un nouveau domaine de recherche dans lequel les spécialistes de la robotique chirurgicale tentent de coupler cette technologie à l'intelligence artificielle. Par exemple,
Je travaille avec une équipe internationale de chirurgiens qui sont spécialisés notamment sur la chirurgie de la vessie et qui tentent de coupler la robotique à l'intelligence artificielle explicable, parce que l'intelligence artificielle pose un certain nombre de questions en elle-même, qu'on n'a pas le temps d'aborder aujourd'hui, mais qu'on pourra aborder lors d'un autre séminaire. Et donc, c'était vraiment un futur domaine extrêmement prometteur. On verra tout à l'heure, la robotique a un grand nombre d'intérêts, mais couplé à l'intelligence artificielle, ça permet à la machine d'apprendre de l'humain et de pouvoir travailler en autonomie. Les systèmes semi-actifs, ce sont les systèmes les plus courants. C'est ceux qu'on retrouve aujourd'hui dans de nombreux hôpitaux, notamment les robots assistés, les systèmes chirurgicaux assistés par les robots, dans lequel vous avez un robot qui va aider, qui va guider la main, si j'ose dire, ce n'est pas tout à fait la main, qui va guider le geste du chirurgien, de sorte que le chirurgien aura un geste beaucoup plus précis et beaucoup plus stable et d'autres bénéfices que l'on verra après. Il faut savoir également ici qu'on a affaire à une machine qui va être téléopérée. Tout à l'heure, à l'instant, on parlait d'autonomie du robot. Autonomie, ça veut dire que l'humain n'est pas derrière, n'est pas aux commandes. Quand on parle de robot téléopéré, ça veut dire que l'humain est derrière la machine. En aucun cas, le robot travaille seul. C'est l'humain qui travaille par l'intermédiaire du robot. Et ça, c'est très important à noter. Donc, en fait, c'est l'humain qui directement réalise la chirurgie et qui va être assisté par le robot. Donc, on peut dire que l'humain reste dans la boucle, qui est une expression qu'on utilise en intelligence artificielle. Alors, vous avez des interventions qui sont utilisées partout dans le monde en semi-actif, notamment depuis la première opération a eu lieu en Belgique en 1998. Alors, nous avons également donc, ce type de chirurgie que je vais vous mettre, si vous avez l'écran, je vais essayer de vous l'agrandir de sorte que vous soyez, j'espère que je n'ai pas fait une bêtise, attendez, j'ai peut-être fait une bêtise. Voilà, je vais essayer de vous l'agrandir, mais je ne sais pas si ça va être une grande réussite. Voilà. Excusez-moi, j'ai fait une bêtise. Voilà, on va essayer de le faire en grand. Je pense que j'ai fait une bêtise ou pas? Non? Attendez, voilà. Robotics is that transition from the 1992 coin-operated phone to the computer that each of us have in our pocket. Robotics is not the wave of the future. Robotics is here. The robotics program at UC Davis Health is a unique opportunity for the patients within our community. We really like to provide all available options to patients, and so we offer robotic surgery versus traditional open surgery to try to get them back to their lives faster and decrease their complication rates. It'll allow us to get to parts of the body with smaller or fewer incisions, which again holds promise to expedite recovery and make patients' recovery better. We're at the bedside of the patient and we put all the ports in the patient as if we're going to do laparoscopy with tiny small incisions. Then we attach the robotic system to those ports and we actually are able to unscrub and sit at a 3D console right next to the patient in the room and perform the surgery right alongside the patient with our head in a 3D console. So we get 10 times magnification and much better visualization so we can see tiny little blood vessels and dissect things in a very precise manner. And that fingertip movement allows the instruments inside the patient's chest cavity to move with levels of freedom and degrees of freedom that far exceeds my own hands. You are in a better situation than patients were 25 years ago because you yourself have access to this technology. Voilà, donc on a vu les prouesses de ce genre de machine. Alors, aujourd'hui, il faut savoir que les travaux sur les robots et l'intelligence artificielle se sont multipliés à travers le monde et nous avons vraiment une grande variété de systèmes qui sont utilisés à travers la planète. Et je vais vous en montrer un exemple en agrandissant malheureusement encore une fois la vidéo pour être sûr que vous la voyez correctement. Je vous ai choisi un certain nombre
de petits exemples. Voici. Alors, voilà. Je pense que c'est pas... attendez, comme j'ai mis le curseur devant, on risque de ne pas bien le voir, excusez-moi. De dernière minute. Voilà. OK. Voilà. Alors, est-ce que je peux... Voilà. Voilà, donc là, vous avez vu qu'il existe un grand nombre de robots qui réalisent des tâches différentes. Ça peut être une opération chirurgicale classique, donc couper l'organe, couper la peau. Ça peut être de la cautérisation, ça peut être faire vous avez vu, des sutures, ça peut être de la radiographie, ça peut être... Je vous ai coupé la vidéo parce qu'elle était très longue. Vous avez aussi des robots capables de placer des implants à l'intérieur du cerveau. Vous avez vraiment une variété extraordinaire de systèmes robotiques. Alors maintenant, quels sont les avantages et les risques de la chirurgicale? Alors les avantages sont évidemment nombreux. J'ai distingué d'abord le plan technique. Alors le plan technique, vous avez un grand nombre d'intérêts d'utiliser un système robotisé. Déjà, vous avez vu que les robots sont très souples. Ils sont dotés de nombreux axes. Donc, ce qui fait que vous avez un accès à des organes ou à des parties du corps qui ne sont pas accessibles à la main humaine. Vous avez vu aussi que les robots ont de tout petits instruments, de sorte que l'instrument peut être plus petit que le doigt humain. Donc, ça permet de faire des ouvertures beaucoup plus petites pour laisser passer un instrument robotisé. De la même manière, on l'a dit dans la vidéo, le chirurgien peut, grâce au robot, avoir un geste beaucoup plus précis. Pour différentes raisons, ne serait-ce que par le fait aussi qu'il bénéficie du système 3D, hein, sachant que le robot chirurgical n'est pas nécessairement couplé avec le 3D. Vous avez le robot chirurgical d'Amacy, par exemple, qui fonctionne classiquement, et vous pouvez ajouter à ça le système 3D. Vous avez également toutes les sources de perturbations qui sont éliminées, comme les tremblements de la main du chirurgien. Vous avez également la question de la posture, notamment lorsque l'opération dure très longtemps. La posture du médecin est améliorée puisqu'il est assis. Et enfin, comme je vous disais tout à l'heure, la robotique chirurgicale permet de travailler à distance, ce qui peut être intéressant pour les milieux hostiles ou pour les milieux, notamment pour certains pays défavorisés. Alors, sur le plan médical, vous avez également toute une série d'intérêts. Déjà, comme la chirurgie robotique est beaucoup moins invasive, eh bien, il y a moins de traumatisme pour le patient. Donc, les conséquences pour le patient sont beaucoup moins importantes. Donc, il souffre moins, par exemple, de certaines conséquences pour certaines opérations, notamment les opérations pour les hommes de la prostate, où il y a les effets réduits pour le patient. Vous avez également les problèmes, les complications post qui sont réduites. L'hospitalisation va durer moins longtemps, ainsi que la convalescence ou la rééducation.
En revanche, ce n'est pas noté, mais l'anesthésie, elle, dure un peu plus longtemps. Donc ça, c'est aussi quelque chose qu'il faut noter. Et malheureusement, nous avons quand même un certain nombre de risques en robotique chirurgicale. Et ces risques peuvent être liés à la sécurité du robot lui-même. Alors, le robot, déjà, c'est une exigence. Le robot ne doit en aucun cas pouvoir blesser le patient ou le soignant. Parce qu'il faut oublier, ni le patient, ni le soignant. Donc, il existe des règles pour la mise sur le marché des robots dont je ne vous parlerai pas, mais qui permettent d'éviter le moindre risque pour le patient et le soignant. À cela s'ajoute aussi la nécessité de faire une maintenance périodique préventive de la machine, sachant que ces maintenances coûtent très cher. Donc ça, c'est important à noter parce que pour des politiques de réduction budgétaire, l'hôpital pourrait ne pas avoir envie de réaliser toutes ces maintenances pour faire des économies. De la même manière, il y a aussi un certain nombre de problèmes liés au fait que, malheureusement, la plupart du temps, le médecin n'a pas de retour haptique. Donc, ça veut dire que le médecin n'a pas la sensation du toucher dans le corps du patient, donc n'a pas la sensation du toucher de l'organe, de sorte que c'est très difficile à évaluer la pression qu'il va pouvoir exercer sur l'organe. Il en découle qu'il peut y avoir un certain nombre de situations dangereuses, comme une pression trop importante sur l'effecteur, donc sur l'outil du robot, même s'il existe des systèmes d'arrêt, etc., automatiques, c'est sûr. Un certain nombre comme des brûlures de l'organe que le patient ne pourra pas ressentir puisqu'il sera endormi et que le médecin ne pourra pas évaluer ni constater. Donc ça, ce sont des limites. Vous avez également des risques liés à l'utilisation elle-même du robot, comme par exemple la stérilisation. La stérilisation est un problème important. Le robot doit entièrement être couvert de plastique pour éviter qu'il soit au contact des bactéries et virus. Donc, tout ce qui est parti au contact du patient toutes les parties devront être stérilisées. Et si c'est impossible, il faut les remplacer. Donc, c'est aussi un coût. De la même manière, je vous ai dit que la position est améliorée. Néanmoins, la vision du médecin pourra être limitée, puisque ces machines, malheureusement, sont souvent en 2 plans, en 2D, et non pas en 3D, sauf quand l'hôpital fait l'acquisition d'un système de réalité augmentée. Donc, ce système en 2D peut poser problème. Vous avez également des incidents techniques qui peuvent venir perturber une opération, comme un problème de buée ou un problème de panne de caméra. Auquel cas, ça veut dire que le médecin et toute l'équipe doivent reprendre l'opération sans intervention du robot et directement dans le feu de l'action, si j'ose dire. Donc, ça veut dire que l'équipe doit être prête en cas d'accident. Et enfin, et surtout, très important, le chirurgien doit être obligatoirement formé à l'utilisation du robot, sachant qu'il doit avoir appris à utiliser le robot avec des gestes inversés. Donc, ce n'est pas naturel. Et en plus, il doit avoir appris à utiliser le robot en fonction de la marque. Donc, s'il s'est entraîné sur un robot d'une certaine marque et que l'hôpital fait l'acquisition d'une autre marque ou d'un second robot d'une autre marque, le médecin, le chirurgien doit s'entraîner à nouveau sur cette marque. Certains pays créent des diplômes d'université, des systèmes de certification du médecin. Cette certification doit être régulièrement repassée par le médecin, ce qui pose d'autres problèmes qu'on n'aura pas le temps d'aborder aujourd'hui. Alors, à côté de ces robots chirurgicaux, nous étudierons aussi aujourd'hui les robots d'assistance à la personne, qui sont également un domaine extrêmement prometteur. Je dirais même que dans toute la catégorie des robots destinés à la santé, le robot chirurgical et le robot d'assistance à la personne sont les 2 robots les plus utiles pour l'humain.
Donc, les robots d'assistance à la personne. Alors d'abord, qu'est-ce qu'un robot d'assistance à la personne? Ici, vous avez une photographie d'un robot qu'on appelle le robot Nao, d'une société anciennement française vendue à son entreprise au Japon. Donc, vous avez l'usage de ce robot Nao dans les maisons de retraite, par exemple, pour distraire les personnes âgées. Alors, qu'est-ce que ça veut dire exactement, la robotique d'assistance à la personne? Alors, vous avez un certain nombre de choses que je voulais vous montrer. Et comme c'est très important, je vais couper à chaque fois la vidéo, le PowerPoint, pour vous montrer chacune des vidéos. Alors, on va commencer par le premier. Comment je vais pouvoir faire ça? Attendez, je vais le déplacer carrément. Je vais l'agrandir un tout petit peu parce que je vais avoir le problème technique de l'agrandissement plus important. Voilà. J'espère que ça ne va pas être trop petit pour vous. Is loneliness a big problem amongst your generation? I mean, you know they are, because no one ever goes to visit them. You know, they never see no one, you know. And they go down to town about once a week or twice a week to some shopping, and that's their life, you know. What about the idea of a robot for a companion? Was that male or female? Bill, you haven't drugged anything for 2 hours. Hello, Peppa. Hello. 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 Oh, dear. We could do this forever. I know we could. The elderly population is growing. It's a real problem. And there's not enough young people to actually support that elderly population. So there's this demographic time bomb. Do you want to dance with me? What dance? Oh, okay. I'll dance alone. No. Donc là, vous avez la première vidéo de l'usage de ce type de robotique destinée aux personnes âgées. Ce que la vidéo ne vous montre pas, ou partiellement, c'est que vous avez parfois ces machines sont en train d'être développées. Elles ne sont pas nécessairement toujours au point, de sorte que, là vous l'avez vu, la machine ne comprend pas forcément ce que l'humain lui dit. Et là, ils ont coupé la vidéo pour remettre au moment où la machine a compris enfin la musique que la personne lui a demandé. Parce que selon la voix, la machine ne comprend pas forcément ce que l'humain peut expliquer. Donc, c'est des machines qui vont être utilisées avec les personnes âgées, mais on s'aperçoit que finalement, ça va peut-être être un peu plus compliqué qu'il n'y paraît. Alors, je vais vous en mettre une deuxième avec un autre exemple de robotique d'assistance à la personne. Voilà, alors des domaines extrêmement prometteurs, complètement passionnants. Voilà. Donc ici, vous avez vu un robot nourrisseur, dit nourrisseur. Donc, il existe un certain nombre de sortes de robots pour nourrir les personnes handicapées ou les personnes âgées. Donc, c'est vraiment très intéressant puisque ça va permettre aux personnes de gagner en autonomie. On en reparlera après. Le problème, c'est que pour le moment, c'est encore à l'étude. Évidemment, on voit que le robot ne fait que piquer la nourriture. Il ne saurait pas découper un morceau de viande, par exemple.
On va continuer pour ces illustrations avant de faire un bilan général de toutes ces sortes de machines extrêmement prometteuses. Vous allez voir mon petit chouchou. Alors, je vais peut-être bouger celui-ci. Voilà, bouger celui-ci et celui-ci. Et vous l'agrandir. Voilà, bouger ça et l'agrandir ici. Parce que ça, c'est quand même quelque chose auquel je tiens beaucoup. Voilà. 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 Alors, ce dernier robot. Alors, qu'est-ce que vous avez vu ici? Donc, il s'agissait d'un exosquelette. Donc, c'est un système robotisé qui se place à l'extérieur du corps et qui est destiné soit aux personnes paraplégiques, soit aux personnes tétraplégiques dans le domaine médical, sachant qu'il a d'abord été inventé pour l'armée, pour les militaires, pour que les militaires puissent porter des charges lourdes. Et ça a ensuite été utilisé dans les entreprises pour que les salariés puissent également porter des charges importantes. Alors, transférer dans le domaine de la santé, ça va permettre à des patients de réussir à avoir une activité, à se mettre debout, avoir une certaine activité normale dans le monde réel. Alors, ce que vous avez vu sur la vidéo, avec les boîtiers, les petits points, etc., c'est l'entraînement qu'il est nécessaire de faire pour réussir à utiliser la machine. Alors, ces systèmes sont les systèmes à la pointe de la technologie. Ce sont des robots contrôlés par la pensée du patient. Et là, vous avez sur ce PowerPoint 3 modèles. Le premier, c'est le modèle non invasif qu'on utilise aujourd'hui pour dans le cadre des laboratoires, pour faire des essais, des expérimentations en psychologie, par exemple, en psychologie de tests sur les mains robotisées, etc. Plein de tests là-dessus. On en parlera peut-être une autre fois. Et c'est non invasif parce que c'est juste un casque qu'on pose sur la tête du patient. À côté, vous avez le système invasif. Invasif au sens où le patient a le crâne percé et on lui plante un câble dans le cerveau directement qui va être relié à l'ordinateur pour contrôler, là ici, une chaise roulante, pour contrôler un exosquelette ou contrôler quoi que ce soit, d'accord? Sachant que cette technologie du contrôle par la pensée fonctionne sur quel que soit
le robot, hein, aussi bien un robot porté sur soi ou, par exemple, un exosquelette ou un bras robotisé ou une jambe robotisée ou alors un système à distance. Tout est possible. Le dernier état de la technologie, c'est le système qui a été inventé par des Français. C'est ce que vous avez vu dans la vidéo. C'est un système très peu invasif. Donc, évidemment, le crâne est percé. On fixe sur le crâne un petit système connecté, mais néanmoins, il n'y a pas le câble dans le cerveau relié à la machine. Donc, on peut imaginer que le patient puisse se déplacer sans être fixé par la tête à une machine. Donc, on voit déjà, c'est beaucoup moins contraignant. Et bien sûr, au niveau des risques de contamination, c'est nettement réduit. Il y a des inconvénients, bien entendu, mais c'est nettement réduit de ce point de vue-là. Donc, ça, c'est le futur. C'est le futur pour les personnes qui sont handicapées ou les personnes âgées qui n'arrivent plus à accomplir un certain nombre de gestes. Là, vous voyez ici le panel de ces robots d'assistance à la personne. Et j'ai mis que quelques exemples. Vous avez des fauteuils roulants robotisés, des exosquelettes, vous avez toutes sortes de machines qui seront mises à la disposition des personnes, qui seront auprès des personnes, que ce soit des petits aspirateurs, que ce soit des systèmes, des lits robotisés qui vont permettre de se verticaliser, des robots pour coiffer les personnes, des robots pour leur laver les cheveux, des robots pour les habiller, etc., etc., etc. Donc, c'est un domaine de recherche extrêmement vif actuellement, extrêmement passionnant et vraiment très important pour les personnes âgées et handicapées. Alors, quels sont les bénéfices attendus par l'utilisation de ces robots d'assistance à la personne? Donc là, ici, vous voyez un exemple d'une photographie d'une personne qui a perdu ses deux bras et à laquelle on a installé deux bras robotisés pour pouvoir l'utiliser. Alors, ce n'est pas tout à fait les mêmes que ceux que je vous ai montrés à l'instant, sachant que vous avez dans les bras robotisés toute une gamme. Les premières sortes de bras robotisés, déjà appelés robots, ce sont les bras qui sont reliés au nerf de la personne. Donc, quand la personne a une intention, le nerf donne une impulsion, un signal. Le signal du nerf est reconnu par le bras robotisé ou par la jambe robotisée et le mouvement peut s'effectuer. Donc ça, c'est la première génération. Ce que je vous ai montré, contrôlé par la pensée, c'est la dernière génération. Alors, pourquoi on pense à développer ces robots d'assistance à la personne? Parce que dans le monde, vous avez le problème du handicap qui se développe. Vous avez l'OMS qui a estimé que plus d'1 milliard de personnes vivaient avec une forme ou une autre de handicap. Ce qui veut dire qu'on a 15% de la population mondiale qui est atteinte d'un handicap ou d'un autre. Donc ça, c'est extrêmement important. En parlant de handicap, ça peut concerner les robots et les systèmes d'intelligence artificielle, tous les handicaps. Ça peut être par exemple les problèmes de déficience visuelle. Il y a énormément de travaux pour redonner la vue aux aveugles, par exemple. Ça peut être les problèmes de toucher. Ça peut être les problèmes véritablement les plus variés. Alors, le deuxième problème, c'est le problème du vieillissement de la population mondiale. Donc là, vous avez une courbe qui représente plusieurs moments, les années 50, où on voit une population qui est nettement plus jeune et qui a une pyramide qui diminue vers à peu près les 70 ans. En 2010, on a vu que la pyramide a commencé à gonfler vers le haut et les prévisions à 2100, c'est véritablement une population âgée. Ce qui veut dire population âgée, des difficultés pour financer, pour trouver de l'assistance humaine, pour trouver des ressources, puisqu'il y aura moins de jeunes pour travailler pour leurs aînés, des problèmes avec la retraite, des problèmes avec la sécurité sociale, par exemple. Donc, de gros problèmes se profilent à l'horizon de 2100. Alors, pour solutionner, eh bien, l'une des solutions, parce qu'il y en a d'autres, l'une des solutions pourrait être le recours au robot d'assistance aux personnes. Ça pourrait permettre de réaliser le droit des personnes à la vie autonome
et elle a vie indépendante. Alors, effectivement, la personne est considérée comme indépendante si elle peut réaliser ses tâches quotidiennes sans dépendre d'un humain, sans dépendre d'un aidant. On a vu tout à l'heure le robot pour nourrir. On imagine très bien une personne tétraplégique qui peut réussir à manger quand elle a envie, non pas attendre que l'aidant soit chez elle pour pouvoir se nourrir. Ou, par exemple, en dehors du robot nourricier, j'ai des patients qui ont pu dire que c'est très important pour eux de pouvoir rentrer chez eux et qu'on puisse allumer la lumière, tout simplement. Donc ça, c'est des choses auxquelles on ne pense pas forcément, mais qu'une personne qui sera tétraplégique sera extrêmement sensible. Deuxièmement, la personne va pouvoir être autonome si elle va pouvoir réussir à gérer ses propres décisions. C'est-à-dire si elle va pouvoir réussir à décider du type d'assistance qu'elle va pouvoir recevoir. Donc, la façon dont elle va pouvoir gérer sa vie. Par exemple, si elle peut réussir elle-même à décider d'acheter ou pas un fauteuil robotisé ou de conserver, par exemple, un aidant humain. Alors, évidemment, associé à ces robots, vous avez un certain nombre de risques. Alors, je n'ai pas pu les examiner en détail comme j'ai pu le faire pour la robotique chirurgicale, étant donné qu'il y a une variété de robots qui posent nécessairement une variété de questions. Donc, je vous ai pris 2 exemples de problèmes que l'on peut poser. Vous avez des risques qui sont liés à l'usage de ces robots. Alors, évidemment, vous avez de nombreuses questions qui se posent concernant la sécurité, concernant les risques de chute, puisqu'un robot peut être amené à pousser, porter, coiffer une personne. Si le robot coiffe une personne et qu'elle lui arrache les cheveux, par exemple. Vous avez aussi des risques spécifiques liés à un mauvais fonctionnement. Par exemple, en France, je travaille avec une équipe de roboticiens qui développent des robots d'assistance à la personne qui restera au domicile et qui pourra être capable de reconnaître la chute d'une personne âgée. Le problème est le suivant, que se passe-t-il si le robot n'est pas capable de reconnaître une chute? Ou si il prend par exemple, le fait que la personne soit assise à terre pour une chute et qu'il prévient les secours. Donc, on voit qu'il y a plein de questions à se poser préalables. Tout cela n'est pas encore très au point. Alors, vous avez également des risques qui sont liés à l'interaction entre l'humain et la machine. Alors, qu'est-ce que ça veut dire interaction humain-machine? Donc, un humain va être au contact d'un robot. Déjà, c'est le premier type d'interaction. Comme lorsque vous touchez votre téléphone portable ou vous touchez votre ordinateur, vous avez déjà une interaction avec votre système qui peut être de l'IA. Mais également, vous allez vivre plus tard à côté de ces machines, comme vous vivez déjà avec votre téléphone. Donc, vous allez avoir une interaction réelle. Votre vie va être modifiée par cette interaction, comme votre vie a déjà été modifiée par la présence de votre téléphone portable ou comme votre vie a été modifiée depuis l'apparition de la Covid par le développement de ce type de discussion, ce type de webinaire, par exemple. Donc, ça influe sur nos vies. Alors, cette interaction humain-robot est centrale. On n'aura pas le temps d'en parler, en tout cas dans le cadre de ma présentation, mais peut-être dans les questions, ça pourrait être très intéressant. Cette interaction humain-robot est très importante parce que ça va éviter que l'humain ait peur de la machine. Vous savez, vous connaissez le mythe du golem qui vient nous expliquer que l'humain, par définition, dans nos sociétés occidentales, a peur de la machine, a peur de la créature qui risque de détruire. On a vu tout à l'heure le Terminator. Eh bien, c'est souvent quelque chose qui est réel lorsque vous avez une personne âgée au contact d'une machine, c'est qu'elle peut avoir peur. Donc, les machines sont pensées, complètement pensées, pour éviter ces craintes. Vous avez ici, sur l'image du haut, le robot Pepper avec des grands yeux, un grand visage, une petite bouche. En réalité, ces robots sont pensés pour ressembler à des bébés humains, pour ne pas faire peur, pour encourager à l'interaction. Mais
même si effectivement on encourage à l'interaction, il n'en demeure pas moins que cette interaction pose des questions par rapport aux droits humains. Je vais vous donner 2 exemples et on aura quasiment terminé. La liberté d'une personne qui va rester seule avec son robot. C'est l'objectif de ces robots. C'est de laisser les personnes non pas seules à l'hôpital, mais seules chez elles, à leur domicile. D'accord? Donc, seules à leur domicile avec une machine. Mais le problème, c'est comment cette interaction homme-machine va pouvoir se dérouler. Et la question que je me suis posée, par exemple, c'est de savoir est-ce que la machine allait pouvoir s'ériger comme un censeur du comportement de l'humain. Et typiquement, vous avez ce type de questionnement. Imaginez par exemple, et on ne va pas répondre aujourd'hui, mais imaginez par exemple, vous avez une personne qui est seule à son domicile, une personne âgée, et qui est atteinte de troubles de la mémoire, et qui demande à son robot de lui donner des boissons, des petits gâteaux, des bonbons, alors qu'elle souffre de diabète. Et la question va être, mais que doit faire le robot? Surtout s'il lui a déjà délivré une première fois des bonbons. Est-ce qu'à chaque fois que la personne va lui demander des bonbons, des gâteaux, le robot va devoir délivrer à nouveau ces bonbons? Eh bien là-dessus, il y a tout un champ de recherche. Et c'est un domaine en pleine expansion aussi, sur lequel je travaille également. Vous avez par exemple des roboticiens qui considèrent que la machine doit dire non à l'humain, et d'autres personnes dont je fais partie, mais d'une manière assez prudente, c'est qu'effectivement, la volonté de l'humain doit pouvoir primer sur la machine. Et qu'une personne âgée, ce n'est pas parce qu'elle est âgée qu'elle ne doit pas pouvoir se faire obéir de sa machine. Avec des nuances, bien entendu. Ensuite, un autre exemple, c'est la question de la vie privée, qui interroge aussi beaucoup les équipes de recherche, notamment l'équipe avec laquelle je travaille. C'est de savoir, mais si on met des robots au quotidien d'une personne handicapée, au quotidien avec un robot, avec des capteurs au domicile, avec un sol intelligent, parce que évidemment, je ne vous ai pas parlé des sols intelligents, mais on développe des environnements complètement intelligents dans lesquels les personnes âgées ou handicapées pourront se trouver. Vous aurez un sol qui sera capable de détecter la chute d'une personne par rapport à la vitesse et la surface sur le sol. Vous allez avoir un environnement qui va être entièrement technique, dans lequel la personne âgée ou handicapée va être plongée, avec des capteurs sur ses robinets, des capteurs dans sa salle de bain, des capteurs partout pour savoir si elle mange, si elle se lave, si elle ouvre son réfrigérateur, si elle se brosse les cheveux, etc. Et avec quel exemple ici? Par exemple, imaginez, pour bien comprendre le problème que cela va poser, imaginez au domicile d'une jeune fille qui habite, par exemple, une étudiante, qui habite seule, en France c'est souvent le cas, qui habite seule dans son appartement, qui est très épileptique et à laquelle on a offert un robot d'assistance pour surveiller ses éventuelles crises d'épilepsie. Et ce robot, effectivement, peut être relié soit à des prestataires techniques ou soit à des médecins. Même, évidemment, pendant sa douche, puisque la machine doit être capable de suivre la personne partout pour détecter les chutes, sachant que la douche, notamment pour les personnes âgées, est le lieu de la chute, le plus souvent. Donc, effectivement, on voit bien que ça questionne, hein, on n'a pas encore de réponse. Est-ce qu'on doit laisser le robot face à une jeune fille qui sera nue, qui pourra être filmée, regardée par un personnel qui ne sera pas médical, notamment? Ça questionne vraiment. Et à mon sens, c'est tout un domaine, et moi je préconise un certain nombre de choses dans le domaine, c'est tout un domaine de réflexion, et il faut faire en sorte de créer la machine by design pour éviter qu'elle porte atteinte à la vie privée de la personne. Donc, il y a des systèmes différents et variés qu'on n'abordera pas là maintenant, mais qu'on peut penser pour éviter une atteinte, tout en gardant la même efficacité de la machine. Alors, pour conclure, donc on voit bien qu'il y a un grand nombre de bienfaits, aussi bien en robotique chirurgicale qu'en robotique d'assistance à la personne. Et que tous ces développements vont être au grand bénéfice de la société. Mais que ces bénéfices seront associés à des grandes questions. Ces questions que j'ai abordées ici ne concernent que quelques points. Je n'ai même pas eu le temps d'évoquer d'autres graves questions, comme par exemple la transformation des métiers.
le métier du chirurgien, évidemment, qui va être changé, le métier de soignant qui va être modifié, aussi bien en robotique chirurgicale qu'en assistance à la personne, les aidants familiaux qui vont également devoir voir leur métier évoluer, ne serait-ce que pour ce domaine-là. Que va devenir le travail en lui-même? On voit bien que la robotique et l'intelligence artificielle va entraîner une mutation de l'existence même du travail. Il faudra redéfinir le travail. Pourquoi on travaille? Qu'est-ce qu'on attend du travail quand les machines seront capables de faire des choses comme nous, ou presque? Évidemment, ça va aussi questionner la place de l'humain dans la société technologique, parce qu'on le voit ici dans quelques exemples, mais évidemment, quand l'IA, l'intelligence artificielle donc, et la robotique seront partout, eh bien, la place de l'humain va changer nécessairement. Nous allons être impactés, notre vie va être différente et il faudra réfléchir à ces impacts. Et ces impacts seront encore plus violents, si j'ose dire, en cas de fracture économique, notamment dans un même pays, comme par exemple en France, si vous avez une catégorie sociale qui sera capable de se payer un robot d'assistance à la personne qui coûte entre 50 000 et 100 000 euros, et une catégorie de population qui n'aura pas les moyens de se payer ce type de robot, surtout dans un contexte économique difficile, où on peut imaginer l'État qui aurait des difficultés à donner à tout le monde de l'assistance à domicile, par exemple. Ça, c'est une première crainte. Deuxième crainte au niveau économique, c'est évidemment les risques de fracture au niveau mondial entre les pays, globalement les pays du Nord les plus riches, qui auront les moyens d'offrir ces bras robotisés, ces jambes robotisées, ces chaises roulantes robotisées, ces exosquelettes, pour que les gens puissent continuer à travailler, à vivre normalement, à jouir de la vie normalement, à avoir du plaisir, à dépenser de l'argent, mais aussi à coûter cher au niveau environnemental. Donc là, c'est important. L'intelligence artificielle et la robotique, eh bien, ça nécessite des ressources énergétiques notamment, donc ça coûte cher en termes environnementaux. Ça, il faut y penser. Donc, on pourrait très bien imaginer des pays du Nord très riches qui ne se soucieraient plus des conséquences environnementales et les pays du Sud qui fabriqueraient ces machines, qui fabriqueraient les matières premières et qui ne bénéficieraient pas de ces machines. Donc, on verrait la fracture qui pourrait se produire au niveau mondial. Donc, on voit bien qu'il y a un grand bouleversement qui est en cours et que ce bouleversement nécessite que la société tout entière s'interroge. C'est pour ça que je vous remercie vraiment de m'avoir invité aujourd'hui pour vous exposer ces premières bribes en matière de robotique et d'intelligence artificielle, parce qu'en réalité, c'est une question que nous devons tous aborder et réfléchir. Nous avons tous un poids à avoir. Nous devons tous donner notre opinion. Quand je dis tous, ce n'est pas seulement à l'université, c'est absolument tout le monde. Par exemple, je fais des formations auprès de personnes âgées dans le cadre de l'Université pour tous. En France, c'est un système de faire des conférences gratuites à la destination des personnes âgées, notamment. Et c'est très important que tout le monde s'empare de ces questions. Parce que si on s'aperçoit que l'humain n'a pas envie de vieillir auprès d'une machine, il faut absolument qu'on en tienne compte lorsque les chercheurs travaillent sur ces robots. C'est extrêmement important d'avoir le ressenti de la société, de savoir ce qu'elle veut, d'en tenir compte. Pour moi, c'est vraiment quelque chose qui est prioritaire sur ce point. Et là-dessus, je vous remercie de votre attention et c'était vraiment un plaisir pour moi de faire cette présentation.